bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur une proposition qui n'en finit plus de cristalliser les divergences. Le revenu universel porté par Benoît Hamon et dénoncé par Manuel Valls. Dans une campagne où le ton monte, les deux candidats de la primaire de la gauche mettent en avant deux visions de la société et du travail au moment où le chômage repart à la hausse pour le mois de décembre et baisse sur l'ensemble de l'année. Sur ce sujet, le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. Dans l'actualité et dans le débat de cette primaire de la gauche, l'idée qui cristallise les divergences est celle, bien sûr, du revenu universel. Alors cette proposition suppose-t-elle une autre vision de la société et du travail? Manuel Valls dénonce une société de l'assistanat. Benoît Hamon pense que le travail a évolué, mais se défend d'être le chantre de la fin du travail. On va en parler avec nos invités ce soir. Irène Inchauspé, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste à l'Opinion. Avec nous, Frédéric Farah, bonsoir. Bonsoir. Professeur d'économie, co-auteur avec Thomas Porcher du livre Introduction inquiète à la Macron-économie. À vos côtés, nous recevons Antoine Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes coordinateur formation au Mouvement français pour un revenu de base. Et nous accompagne notre chroniqueur économique, Jean-Louis Groubeau, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, madame, messieurs, avant de débattre de notre sujet précisément sur le travail, ces deux visions du travail, on en parle, Jean-Louis, au moment où les chiffres du chômage pour le mois de décembre ont été publiés. Une hausse pour ce mois, un rebond malheureusement, mais après des baisses significatives et sur l'année, dit-on, une décrue. Comment est-ce que vous interprétez d'abord ces chiffres? Alors, il y a le chiffre du mois, évidemment, de décembre. Vous connaissez le proverbe, hein, un canard ne fait pas l'hiver. Donc, et là, effectivement... Celui-ci, je ne le connaissais pas, mais j'apprends tous les jours, tous les soirs avec vous. Eh bien, bon, effectivement, mais on approche de l'heure des bilans, malgré tout, même si le responsable du quinquennat ne sera pas là au rendez-vous. Et on arrive quand même sur l'année 2016 à une baisse de 110 000. En gros, ça vous fait 9 000 chômeurs de moins par mois pour de l'année 2016, ce qui ne s'est pas vu depuis fort longtemps. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est parce que ça relie le débat qu'on va avoir tout à l'heure sur le nombre de créations d'emplois, 13 000 par mois supplémentaires. Donc l'année, quand même, pour 2016, se déroule plutôt dans des bonnes conditions. Alors le problème, c'est qu'évidemment, ce chiffre, on avait 3 mois de suite de baisse. Alors je suppose que du côté de Mme El Khomri, on espérait au moins un quatrième. Le quatrième, elle ne l'aura pas, en tout cas, ce mois-ci. Et la question se pose immédiatement, compte tenu de la lourdeur du chômage en France aujourd'hui, c'est est-ce que la tendance qui s'inversait est en train de se réinverser? C'est-à-dire que le problème, c'est... Et la question qui se pose, c'est qu'effectivement, on pensait qu'avec notre 1,2% de croissance, on disait au minimum, il nous faut 1,5 pour que le chômage baisse. Et là, au cours de l'année 2016, on avait 1,2 et le chômage baissait. Et les perspectives de croissance de l'année prochaine, de cette année plutôt, ne sont pas très bonnes. Donc ça a l'air de dire que on a passé la bonne période. On va continuer sur un taux de croissance faible et donc ça pourrait vouloir dire que l'année 2017 ne serait pas aussi favorable. Il y a des indicateurs d'ailleurs, Irène Inchauspé, il y a des plans sociaux en ce moment, notamment celui du Vivarté, quand même le groupe propriétaire de nombreuses marques, Nafna, Fla, Landré. C'est un mastodonte qui est en cours de démantèlement. C'est frappant évidemment oui. Dans ce contexte. Oui, il y a Whirlpool aussi qui va délocaliser son usine d'Amiens, c'est 300 ou 400 personnes. Non, c'est vrai que bon, l'alignement des planètes, on l'a bien eu, hein, on en a beaucoup parlé, donc c'était normal qu'in fine ça finisse par jouer. Pour les autres pays européens, ça a joué plus tôt d'ailleurs, ils ont baissé leur chômage beaucoup plus tôt. Il y a eu le pacte de responsabilité, différentes choses, donc c'est vrai que là, globalement l'année 2016, et comme vous le disiez, sera pas mauvaise. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu 107 000 chômeurs en moins, mais il y a eu 67 500 personnes qui ont été passées en formation. C'est-à-dire que la fameuse catégorie D, vous savez, celle qu'on regarde pas trop là, on regarde beaucoup la A mais pas trop la D. Alors celle-là, elle a complètement explosé. Et donc les gens en formation, c'est bien de les former, je dis pas le contraire, mais rien ne dit qu'ils vont tous retrouver du travail. Et c'est ce qui explique aussi peut-être le rebond de fin d'année. C'est des gens, on sait que 80% des embauches aujourd'hui se font en CDD. Donc il y a des CDD qui arrivent en fin de parcours, il y a des formations qui sont très courtes qui arrivent en fin de parcours. Donc je crois qu'effectivement 2017, c'est d'ailleurs l'INSEE qui table déjà sur des créations d'emplois moins importante en 2017. Les taux vont remonter. J'ai peur que la tendance, maintenant, moi je préfère toujours regarder les chiffres du Bureau international du travail qui sont donnés tous les 3 mois. C'est mieux qu'au moins le mois. Donc on attend les prochains qui sont... Lui approuve. Alors c'est dans ce contexte... Fin janvier, je crois, on aura une meilleure indication vraiment de ce qui se passe. Et c'est dans ce contexte, en tous les cas, Frédéric Farah et Antoine Stéphanie, qu'on pose notre débat. Est-ce que selon vous, Frédéric Farah, il est légitime ce débat aujourd'hui? Il est même bienvenu sur la
façon dont on appréhende le travail, notre vision du travail? Est-ce que c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui? On peut se poser cette question, mais en même temps, je pourrais me dire que se poser cette question risque aussi de signifier qu'on va accepter de vivre dans un chômage de masse, qu'on va devoir vivre avec ça et qu'il va falloir trouver à côté des mesures, je ne dirais pas qui rendent acceptable la situation, mais qui rendent la situation plus socialement acceptable. Donc, préoccupation légitime sur notre rapport au travail, peut-être, mais je crois quand même que la préoccupation première, c'est de lutter contre un chômage à 2 chiffres qui reste pour moi l'élément essentiel parce que c'est l'élément le plus déstructurant de la société française depuis 40 ans. Antoine Stéphanie, vous défendez ce revenu de base, on va entrer dans les détails, mais vous comprenez que la priorité devrait être d'abord, mais peut-être que c'est lié, vous allez dire qu'il faut ce revenu de base pour aussi lutter contre le chômage? Effectivement, et les deux mesures sont complètement complémentaires et au contraire, on n'est pas à proposer un revenu de base pour se dire demain il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus d'emploi et donc du coup on va accorder une sorte d'aumône à ceux qui ne seront pas dans le système de l'emploi un peu en symbolisant une sorte de dualité du marché du travail. Non, au contraire, les raisons pour lesquelles on prône un revenu universel ou un revenu de base, ils portent un peu les deux noms dans le débat public mais au final ça recouvre la même idée. Elles sont beaucoup plus anciennes et beaucoup plus importantes et elles sont au fond une véritable question de justice sociale et une question pour les individus de pouvoir mieux choisir leur travail et de vraiment s'épanouir dans leur travail. Ça vous choque, vous, qu'on oppose aujourd'hui dans le débat deux visions de la société et même deux visions de la gauche, avec une gauche réaliste, pragmatique de gouvernement, puis une gauche un peu utopiste, déconnectée de la réalité et finalement, peut-être que vous en faites partie, je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas au Parti socialiste, mais en tous les cas, vous êtes finalement dans ce mouvement-là, plus utopiste. Nous, en tout cas, pour prendre la position du mouvement français pour un revenu de base, on ne défend pas. On est un mouvement qui est transpartisan, c'est-à-dire qui ne prend pas parti pour une politique, pour un acteur politique, mais au contraire, il s'intéresse vraiment aux différentes propositions qui émergent dans le débat. Donc, dans ce contexte, on avait étudié les positions de Nathalie Kosciusko-Morizet lors de la primaire de droite, qui avait elle aussi proposé un revenu de base qui s'inspirait beaucoup de ce que proposent Gaspard Koenig et Marc de Basquiat dans leur livre sur le Libère. Il y a également les écolos qui depuis très longtemps ont porté un peu cette idée du revenu de base et aujourd'hui quand on revient un peu au débat de la primaire de gauche et cette dualité un peu entre deux gauches irréconciliables, c'est assez intéressant de le mettre en perspective avec le fait que effectivement M. Le Valls avait pour le coup défendu les expérimentations qui se déroulent justement dans le conseil départemental de Gironde et qu'il avait prôné justement l'intérêt du revenu universel. On va en parler, mais vous citez justement à droite Nathalie Kosciusko-Morizet qui l'a défendu lors de la primaire. On peut remonter un peu plus loin, il y a Régine Chauspé, il y a Dominique de Villepin ou encore plus loin, il y a le libéral Alain Madelin. On va faire un point justement sur cette mesure transpartisane. Ensuite, vous nous expliquerez comment cela se fait-il qu'elle arrive à trouver des promoteurs, des défenseurs de différents partis. On voit cela avec Mounir Soussi, puis votre analyse juste après. Nathalie Kosciusko-Morizet avait surpris son camp pendant la primaire de la droite en proposant un revenu de base de 470 €. Dans son esprit, il s'agissait de remettre à plat toutes les aides sociales et de fournir un filet de sécurité à tous. D'autres personnalités de droite ont manifesté de l'intérêt pour cette réforme, comme Frédéric Lefebvre, Alain Madelin et Jean-Frédéric Poisson. Ce revenu d'existence est défendu par des milieux libéraux qui sortent la morale de l'équation, notamment pour sa capacité à amortir les changements du monde du travail. Pour un vrai libéral, finalement, il ne devrait pas y avoir de valeur commune dans la société. Et même la valeur travail, ne pas en faire une valeur cardinale. Et dire, il est important, Thomas Paine disait, le revenu universel, c'est le dernier droit de l'homme. Parce que c'est celui qui vous émancipe véritablement en vous garantissant la survie. Une survie face à l'ubérisation et la robotisation. Dans un avenir proche, des pans entiers de l'économie vont être amenés à muter. Pour certains libéraux, il permettrait surtout de revoir de fond en comble le système fiscal, avec à terme la disparition de l'impôt progressif. Mais alors, Laurent Saïm, on pensait que c'était la mesure, et puis certains le caricaturent comme c'est une mesure qui appartient à une gauche, on l'a dit un peu déconnectée. On voit là qu'elle est transpartisane, cette mesure. Oui, parce qu'il y a d'un côté une approche libérale, je ne sais pas si elle est de droite, mais elle est libérale. Et celle-là, elle remonte à Milton Friedman, quand même, l'économiste libéral s'il en est. Et même les patrons le disent, même ils me l'ont dit à l'opinion. C'était Friedman, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait dans les années 60, les entreprises américaines ne sont plus compétitives parce que le salaire minimum
mort est trop élevé. Donc, il faut supprimer le salaire minimum. Très bien. Mais une fois que j'ai supprimé le salaire minimum, il y a quand même des gens qui auront du mal à s'en sortir. Donc, ceux qui gagneront peu d'argent, je ferai un crédit d'impôt, un impôt négatif, c'est-à-dire que je les augmenterai au niveau au moins l'État leur donnera de l'argent pour les monter au niveau du minimum imposable. Donc, d'abord, c'est pas du tout universel, comme vous le voyez, puisque ça dépendait. Mais ça, effectivement, c'est très libéral. Et vous avez des gens comme Croissance Plus qui vous disent carrément, mais c'est très bien, mais c'est-à-dire que si on donne 500 € par mois aux gens, moi, je pourrais embaucher des gens à 800 €. Donc, je fais sauter le SMIC. Ça, c'est un des aspects de la version libérale. Et la deuxième, ça consiste à dire, mais l'État-providence est complètement obèse, il est inefficace, donc je supprime toutes les aides et je donne 800 € par mois. Ça, c'est la version libérale. Et après, la version de gauche, c'est une version plutôt... alors, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça ne réduit même pas les inégalités. Si vous faites pareil pour tout le monde, a priori, si vous donnez la même chose à Madame Bettencourt et à l'ouvrier de base, je ne vois pas. Mais c'est une vision un peu utopiste et qui est quand même liée, au moins dans l'esprit de Benoît Hamon, à effectivement la peur de la numérisation et de la robotisation. Et dit-il aussi pour lutter contre la grande précarité. On va l'écouter. On va écouter quelle est sa philosophie sur le revenu universel, puis vous réagissez après. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord changer notre relation au travail. Nous sommes en train de vivre une révolution numérique, on le voit. Dans beaucoup de secteurs, il y a une véritable transition. Il y a des secteurs, hier, vous pouviez avoir des caissières dans une grande surface. Demain, elles pourraient être remplacées, je dis bien pourraient, par des portails, des portiques automatiques. Vous avez dans une multitude de secteurs, la télétransmission, la santé, les péages où il n'y a plus beaucoup de monde, des véritables transformations qui se passent et chacun pressent que nous sommes dans un monde en transition. Jean-Luc Gombault, qu'est-ce qu'il faut penser là de cet argumentaire? Je pense que tout ça est très compliqué et qu'on avance des idées comme ça qui sont fort intéressantes, mais rien que depuis le début de notre conversation, on voit qu'il y a toute un ensemble de choses qui arrivent. Par exemple, vous avez rappelé Friedman, lui son problème c'était pas le revenu universel, c'était le salaire minimum. Oui. Donc on se trouve tout de suite dans un autre débat. Effectivement, on va pas faire un minimum pour tout, n'est-ce pas? Donc un maximum pour les loyers, un minimum pour les salaires, un minimum pour les revenus, etc. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Arrive donc sur l'antenne M. Hamon qui nous dit changement du travail. Alors là, c'est un autre problème. Est-ce qu'effectivement, nous sommes dans une société qui va finir par chasser le travail? Il a pris des exemples qui laissent entendre cela. Je trouve ça tout à fait contestable. Il n'y a aucune étude, il n'y a aucune unanimité des études sur l'impact des nouvelles technologies sur les questions. Le contraire. Oui, exactement. Donc, à travers ce revenu universel, on voit bien qu'on a une pelote où il y a plein de problèmes non résolus qui sont posés. Moi, j'en vois deux de sortes. Une qui est le financement, et ça, c'est quand même un problème, et qui va être, M. Hamon va le recevoir demain, un bon paquet de la part de M. Valls sur le financement, ça c'est sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on veut exactement? Peut-être qu'on veut, justement, Jean-Luc Gombault, il y a aussi un débat philosophique, on va vous demander votre avis, Frédéric Farah, mais d'abord Antoine Stéphanie, entre une société où le travail structure la vie, j'allais dire même l'évolution de la vie personnelle, et puis un travail, finalement, une société où le travail se raréfie, on l'accepte, et il n'est plus une valeur structurante de notre vie. C'est pas tant que le travail n'est plus une valeur structurante de notre vie qu'on considère qu'il faut vraiment distinguer ce qui est le travail et ce qui est l'emploi. C'est-à-dire le travail en tant qu'activité qui va être productrice de richesse sociale, et l'emploi qui est en fait sa forme rémunérée. Aujourd'hui, on assiste quand même à une crise de sens dans le travail qui est extrêmement importante, avec par exemple des emplois qui sont des emplois qui vont venir détruire l'environnement, qui sont des emplois sur l'obsolescence programmée, qui ne sont pas vraiment créateurs de richesse sociale. Et tandis que de l'autre côté, de nombreuses activités qui sont utiles, on pense pas en particulier au travail associatif et au bénévolat. Ceux qui nous regardent et qui n'ont pas d'emploi, qui disent bon, il y a des emplois qui vont venir détruire et nous, on n'a même pas d'emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ce public-là? Déjà, c'est accorder à toutes les personnes un revenu essentiel pour pouvoir vivre. Tout à l'heure, on parlait justement de la question de la grande pauvreté. Aujourd'hui, le RSA, le revenu de solidarité active, c'est un taux de non-recours qui est extrêmement important. C'est 30% de non-recours. Pour la prime d'activité, ça tourne autour de 50%. Ça montre qu'il y a toujours des personnes qui sont un peu dans une situation de travail pauvre et qui auraient bien besoin de ce revenu universel pour venir le compléter. Frédéric Farah? Alors, quelques remarques très vite. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée du rapport entre la destruction de l'emploi et les nouvelles technologies. Je rappelle, depuis le début de la révolution industrielle, il y avait cette peur que les machines remplaceraient l'homme. Je rappelle ce mouvement en Angleterre au début du 19e siècle, qui était le ludisme, qui consistait à casser des machines pour empêcher que ces machines remplacent les individus.
beaucoup d'emplois aujourd'hui sont relationnels, donc je ne crois pas que ça va faire disparaître de l'emploi. Ça, c'est première chose, cette idée que la machine va tout faire disparaître. Et deuxièmement, ce débat était apparu une première fois, notre rapport au travail, au milieu des années 90, sur la fin du travail avec Jeremy Rifkin. Mais oui, c'était l'ex-conseiller de Bill Clinton, avec un best-seller. Avec un best-seller, il y a eu tout ce débat en France, je me souviens, avec Dominique Méda. L'idée n'est vraiment pas nouvelle. Voilà, Dominique Méda, il y avait Dominique Schnapper, il y avait Robert Castel à l'époque. Et ce débat, il avait décliné au moment même où, entre 98 et 2001, on avait eu des créations d'emplois en importance et qui avait montré que, ce que je disais au tout départ, que la question du plein emploi travaillaient énormément les gens à l'époque. Et quand on a vu effectivement cette création importante d'emplois se faire à la fin des années 90-2000, ça a relativisé le débat. Donc, je suis d'accord sur l'idée qu'il faut repenser le travail, mais est-ce que le travail ne demeure pas quand même quelque chose de central sur lequel s'assoient aussi nos droits? Irène, à votre avis, comment les Allemands, les Anglais, les Américains, alors il y a vraiment là un taux d'emploi, je le dis sous votre contrôle, Jean-Luc Gombault, qui est, j'allais dire, convenable, enviable en tous les cas de notre point de vue. Comment est-ce qu'ils doivent regarder ce débat aujourd'hui en France ? Écoutez, je pense qu'ils ne comprennent absolument pas le débat, mais c'est vrai que la grosse différence entre eux et nous, c'est le chômage. C'est bien parce qu'on a un chômage très élevé qu'on reparle quand même du revenu universel, parce que c'est toujours, parce que comme vous dites, c'est pas du tout une idée nouvelle, et c'est toujours dans des cas où il y a des chômages élevés, où il y a un État-providence qui ne marche plus très bien, quoi qu'on en dise, que l'idée revient. Donc maintenant, effectivement, alors sur les robots, je voudrais juste donner 3 chiffres. En France, vous avez 125 robots pour 10 000 industriels pour 10 000 habitants. En Allemagne, vous en avez 260. En Corée du Sud, vous en avez 340. En France, vous avez 10% de chômage. Voilà. En Allemagne, vous en avez 6. Et en Corée du Sud, vous en avez 3. C'est-à-dire que plus il y a de robots, moins il y a de chômage. Donc ça, il faut quand même le dire, parce que ça, il y a des théories, puis il y a les faits. Donc simplement, moi, je ne suis pas d'accord sur l'idée du revenu universel, et ni pour lutter contre la pauvreté, parce qu'il y a eu un rapport très intéressant fait par le Sénat sur le sujet, où ils auraient quand même interrogé une centaine de personnes, et vous avez tous les représentants, Secours catholique, Secours populaire, ATD Quart Monde, qui sont contre, en disant, mais pour les gens qui sont en précarité extrême, le fait de dire, écoutez, on vous donne 500 € puis débrouillez-vous, ça ne résout absolument pas le problème. C'est l'environnement familial, la mobilité, tout ça est beaucoup plus important. Et donc, dans ce rapport, vous avez même Martin Hirsch qui dit, mais moi, si j'habitais sur Mars, si j'étais gouverneur de Mars, c'est l'inventeur du RSA, je le ferais peut-être, mais en France, soyons sérieux. Et Christophe Guilly, ça coûterait pas très cher. Oui, qui est le grand expert de la France périphérique, qui vous dit, mais les gens qui sont dans la précarité ne demandent pas ça, ils demandent de la dignité, ils demandent un travail, ils sont attachés à la valeur travail. Là, vous avez cité beaucoup Non, mais c'est pour vous dire qu'en gros, tout le monde est contre, quoi. Tout le monde, pas autour de cette table. Non, mais les gens interviewés au Sénat qui sont mais pas tout le monde. Des gens en précarité sont contre. Donc c'est pour lutter contre la pauvreté. Pas tout le monde, parce que là, sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui interpelle directement Jean-Luc Gombault, c'est Loïc B qui nous dit encore Jean-Luc pour parler du revenu universel. Alors je rassure, Loïc B, c'est normal, c'est notre chroniqueur, donc il va falloir vous y habituer. Mais il vous dit ceci, Jean-Luc, Jean-Luc refuse de repenser de manière philosophique le travail. Au contraire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous ne restez pas accroché, j'allais dire, excusez-moi Jean-Luc, à vos vieilles lunes d'économiste? Je reste accroché à Public Sénat, d'après le... vous allez dire à moi. Mais bon, ça c'est un point. Je veux dire, le problème est... Je me rappelle de ce qu'avait dit Kennedy lors de son intronisation, puisqu'on parle de l'intronisation de M. Trump. Il avait dit, ne demandez pas à l'Amérique ce qu'elle peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Le problème, c'est que, est-ce que la société, c'est un droit au revenu, ou est-ce que la société, c'est un droit au travail? Je pense que ce n'est pas un droit au revenu. Il n'y a pas d'obligation de la société de vous donner un revenu. En revanche, il y a d'ailleurs, c'est dans la Constitution, il y a un droit au travail. Et c'est dans le travail que les gens s'épanouissent. Qu'est-ce que vous allez résoudre avec vos 450 € par mois ou 500 € par mois? D'autant plus qu'il existe déjà le RSA, qui peut aller d'ailleurs jusqu'à, je ne sais pas combien, 700 et quelques par mois, suivant les enfants, etc. Vous ne résolvez rien de la question de la pauvreté, mais absolument rien du tout. Le problème, c'est que les gens trouvent du travail, et du travail. C'est ça qui socialise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la société? C'est pas un chèque, c'est un bulletin de salaire.
C'est ça qui garantit le fait que j'ai une place dans cette société. Et d'ailleurs, les gens non seulement sont contents de travailler, mais tous les sondages montrent qu'en majorité, en très grande majorité, les gens sont contents de leur travail, même s'ils sont souvent très mal payés, même s'ils ont un travail difficile, même s'il y a le burn-out au travail. Les sondages montrent que les gens sont contents non seulement de travailler, mais ils sont contents de leur travail. Donc c'est là-dessus qu'il faut insister. Antoine, Stéphanie, je vais vous laisser réagir. Juste un point, peut-être un détail. Frédéric Farah, c'est Abou Bengueda qui nous demande, d'accord, revenu universel, mais pour qui? Seulement pour les Français? Quid des immigrés, de leurs enfants? Alors ça c'est effectivement une question qui se pose pour savoir est-ce que le revenu universel peut être étendu effectivement aux personnes effectivement de nationalité étrangère. Il y a plusieurs options, c'est-à-dire il peut être effectivement, à mon avis, puisqu'il y a plusieurs familles qui proposent des choses, il pourrait effectivement être étendu aux personnes qui sont effectivement sur le territoire, dans des conditions régulières de séjour et qui y travaillent. À partir du moment où il devient universel, je ne comprendrais pas pourquoi des personnes qui sont de nationalité étrangère, mais qui travaillent ici, ou en tout cas qui ont une résidence stabilisée ici, je ne vois pas trop pourquoi, dans universel, c'est tout le monde normalement. Ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas si elle a été abordée encore dans le débat, mais elle risque d'être un peu... Universel, ce ne soit pas tout le monde. Compliqué déjà qu'on dit que pour le moment, les caisses de l'État, Jean-Luc Gombault, sont dans l'état qu'on connaît et que ça ne suffirait pas déjà peut-être pour la population française. Oui, je vous laisse répondre, Antoine, Stéphanie. Oui, je voulais un petit peu réagir déjà sur le rapport du Sénat. Vous mentionnez les personnes qui ont eu un avis un petit peu mitigé justement sur cette question du revenu universel, mais avec lesquelles on dialogue, que ce soit ATD Quart Monde, que ce soit le Secours Populaire, et leur position n'est pas tranchée et figée dans le marbre. Mais c'est aussi oublier tous les économistes qui se sont prononcés en faveur, que ce soit Marc de Basquiat, que ce soit Baptiste Milondo, que ce soit Daniel Cohen, qui est quand même un économiste extrêmement renommé. Donc un certain nombre d'économistes se sont aussi prononcés pour cette question. Et je voulais revenir justement sur les arguments sur le travail. Vous mentionniez le burn-out, qui est un peu le phénomène de l'épuisement au travail. Ouais. À l'opposé, on a aussi le phénomène du bore-out, c'est-à-dire les personnes qui sont délaissées et qui se retrouvent dans une situation d'ennui au travail. Les bullshit jobs dont parle l'anthropologue britannique David Graeber, c'est les emplois où les gens finalement n'y reconnaissent plus de sens. Ce n'est pas tellement des emplois qui sont pénibles ou qui sont difficiles, c'est des emplois pour lesquels on n'en voit simplement pas l'utilité. Ça n'a rien à voir avec le revenu universel. Non, je ne vois pas, parce que si vous donnez 450 €, personne ne vit avec 450 €. Le revenu universel, ce n'est pas seulement un montant de 450 €. Nous, au sein du Mouvement français pour un revenu de base, on défend aussi différentes propositions avec différents montants, que ce soit 450 €, 600, 800 €. Plusieurs propositions ont été mises sur la table, plusieurs propositions ont été étudiées. Et au final, ça vient répondre à une certaine asymétrie du marché du travail. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on travaille, on n'a pas d'autre choix que de vendre sa force de travail pour survivre. Donc il y a une véritable asymétrie dans la relation entre l'employeur et l'employé. Alors que finalement, avec un revenu universel, avec 600 €, avec 700 €, avec 800 €, avec un revenu universel, on va pouvoir plus facilement dire non à un emploi dont les conditions de travail sont dégradantes. On va pouvoir adapter son temps de travail. Et finalement, on va avoir un pouvoir de négociation qui va être beaucoup plus important. Antoine, Stéphanie, une question plus personnelle, parce que vous le défendez dans le cadre de ce mouvement. On dit que cette mesure, elle a porté Benoît Hamon chez les jeunes en particulier. Est-ce que vous, là je fais référence à votre âge, est-ce qu'elle justement elle suscite un engouement aussi à l'âge que vous avez, jeune, etc. Est-ce que vous sentez que c'est d'abord une population jeune qui adhère à cette proposition aujourd'hui? Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans un certain nombre d'emplois, dans le fait d'avoir une carrière complètement linéaire, un emploi en CDI tout au long de sa vie, et aussi qui se retrouvent dans des situations où on est dans une situation où le chômage des jeunes est quand même extrêmement important, et au final le revenu universel, déjà pour les étudiants et aussi pour finalement tous les jeunes et tous ceux qui commencent à entrer sur le marché du travail, c'est une possibilité d'avoir un peu d'air, c'est une possibilité de pouvoir exercer une activité dans laquelle on veut se réaliser, d'avoir le temps de réellement trouver aussi ce qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes sont extrêmement intéressés. Ce discours, on peut le comprendre, Irène? Oui, moi je peux le comprendre, mais alors je reviens, je remonte encore plus loin à Thomas Paine, qui est le premier à avoir parlé. Et non, mais lui, il disait il faut donner aux jeunes une vache et un terrain. C'est-à-dire, moi, je suis tout à fait pour l'idée d'un capital
d'un capital pour les jeunes, si possible européen, parce que si on veut faire que les jeunes aiment l'Europe, pourquoi pas, et d'un capital qu'on donnerait aux jeunes, mais je ne suis pas pour verser une rente à vie à qui que ce soit, sauf évidemment des gens qui sont handicapés, qui ont des problèmes, alors là c'est un autre chose, mais je parle des gens... Mais on l'a déjà ça. Mais on l'a déjà, mais un capital qu'on donnerait aux jeunes et qui serait fait au niveau européen, comme une espèce de plan Marshall pour la jeunesse européenne. On vous donne un capital de départ et vous en faites ce que vous voulez. Après tout, vous voulez faire des études, vous le faites, vous voulez lancer un business, vous le faites, vous voulez faire autre chose. Ça, je suis pour, mais je suis contre et je le réserverai aux jeunes, donc pas du tout universel, parce que je crois qu'effectivement, il y a un problème de jeunes et de chômage des jeunes qui est monstrueux, et les jeunes ne se reconnaissent pas dans le travail. Simplement, s'ils en avaient un, ça serait quand même vachement mieux, globalement. Je vous laisse répondre, Jean-Luc Gombault. Moi, je suis vraiment pour le capital européen pour les jeunes. Et Frédéric Farah, une question de Quentin Calmet. Alors, les téléspectateurs de Public Sénat qui sont attentifs à nos sujets le connaissent. Hein, c'est l'un de nos journalistes qui vous dit: est-ce que le revenu universel n'est pas un idéal comme a pu l'être la sécurité sociale à une époque? Écoutez, je ne sais pas si c'est un idéal pour plusieurs raisons. Je vais faire plusieurs remarques, mais assez rapidement. Parce que dans cette question de réduction aussi des inégalités, on insiste sur les transferts de manière monétaire, mais on oublie que ce qui joue un rôle le plus, c'est ce qu'on appelle les transferts en nature, c'est-à-dire tout ce qui est service public, qui joue un rôle encore plus important dans la redistribution. Je ne sais pas si c'est un idéal. Je pense qu'en termes d'idéal, j'aimerais plutôt qu'on retrouve, pour faire écho à ce qui était dit, moins un travail marchandise qu'un travail projet. Et l'idée d'un travail projet, c'est ce qu'on avait essayé de construire de manière imparfaite après-guerre, quand on avait, par exemple, mensualisé les salaires, on avait fait des contrats à durée indéterminée, parce que ça permettait aux gens de se projeter dans l'avenir, de savoir dès le début du mois combien ils allaient gagner. Et on avait assis dessus des droits, et on avait donné toute une série de droits à des gens qui n'étaient pas propriétaires, c'est-à-dire des droits sociaux. Évidemment, le monde est en train de changer, mais comment faire dans une économie qui est de plus en plus marquée par les plateformes, Uber et autres, pour reconstituer autour du travail une série de droits et une série de projets, parce que sinon j'ai peur que ça soit un peu un idéal de second rang, une sorte de résignation face aux événements. Et comme disait Jean-Louis Gombault tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, vous voyez, dans notre débat se mêlent plein de choses. Maintenant se mêle à autre chose, c'est le rapport qu'a la jeunesse par rapport à l'insertion dans la vie professionnelle. Et là, ça renvoie à des modèles éducatifs complètement différents. Je pense aux travaux de Cécile Van de Velde, qui a fait tout un travail à ce sujet, qui disait dans les pays nordiques, elle dit le modèle, c'est se trouver. Tandis qu'en France, le modèle, c'est au contraire la spécialisation très précoce et on ne laisse pas ce temps. Alors que dans la société scandinave, et au Danemark en particulier, c'est son champ d'étude, montre clairement que l'État laisse la possibilité de ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire partir plus tôt de chez soi, pouvoir faire des expériences, voyager, travailler. Et donc là, on est en train de superposer sur le revenu universel le rapport qu'a le système éducatif à l'insertion. Et la question du chômage des jeunes, je voudrais quand même la relativiser. Parce qu'on dit, un quart des 16-25 ans sont au chômage. Je rappelle que ceux qui sont sur le marché du travail à ce moment-là de la vie, ce sont les plus vulnérables, parce que la majorité d'entre eux sont aux études, et donc les plus vulnérables sont sur le marché du travail, donc les plus exposés au risque de chômage. Donc il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Oui, certes, mais enfin, par rapport aux autres pays, quand même, on est les champions d'Europe, hein. Nous, on est à 25% de cette catégorie, les Allemands sont à 6%. Alors, franchement, oui. Je ne vais pas succomber au French bashing qui est très à la mode dans Non, mais c'est pas le French bashing, c'est un constat. C'est la plaie, mais c'est pas que la gauche. Hein. Je dis pas que c'est la gauche. Il y a un Dutch bashing. Oui. Non, mais je fais un peu pour la France. Mais enfin, la jeunesse a été l'angle mort des politiques publiques depuis bien trop longtemps, et ça se solde par un chômage massif des jeunes. Deux petites choses, si vous me permettez. D'abord Thomas Paine, parce que c'est quand même un personnage extraordinaire. C'est un Américain qui prend la nationalité française en 1789, tellement qu'il était amoureux de la Révolution française. Il était girondin, il a failli être guillotiné, ce brave homme, et il s'est échappé de la prison à toute vitesse, et il est revenu aux États-Unis, où il a laissé d'ailleurs le document sur le revenu universel, en langue anglaise, mais en France. Capital donc voilà, ça c'est capital universel. Parce que la vache, ils n'étaient pas censés la manger. Oui, exactement. Donc, deuxième chose, le revenu universel a déjà existé, figurez-vous. C'était à l'Empire romain. Tout citoyen romain avait droit à... Alors, c'était pas en cash, mais il avait droit à son alimentation gratuite, il avait droit à sa viande, à son blé, il avait droit à l'huile, il avait le droit au garum, et il avait le droit au jeu.
gratuitement. Je crois qu'on remontera pas plus loin. Non, mais c'est pour dire que c'est pas une idée, c'est une idée très vieille. Oui, ça, alors là, pour le coup, c'est-à-dire le pain et les jeux gratuitement pour la population romaine parasitaire et qui n'avait pas de travail. Les empereurs ne savaient pas. Alors on leur donnait tout ça gratuitement. Et on voit où ceci a conduit d'ailleurs l'évolution de l'Empire. Donc je veux dire, c'est des choses très différentes. Est-ce que la société doit distribuer des revenus à des gens qui n'ont plus rien, qui n'ont plus aucune chance d'avoir quelque chose? Je pense que c'est véritablement une impasse. C'est pour ça que je pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Il y a en France 10 revenus minimums qui sont accordés à la population, entre le RSA, le minimum vieillesse, il y en a une dizaine, ça coûte 25 milliards d'euros. Et c'est vrai que pour y accéder souvent, il y a des difficultés administratives énormes pour ces gens-là. C'est vrai. Mais simplifions le système beaucoup plus, plutôt que de chambouler. Ce que veut faire Manuel Valls, d'ailleurs. C'est absolument extraordinaire. Attendez, vous parlez de Manuel Valls. Je vais vous laisser réagir, Antoine Stéphanie, mais Manuel Valls, il a peut-être évolué sur ce sujet, sur le revenu universel. On va l'écouter il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. On écoute l'ancien Premier ministre. Nous avons besoin de solidarité, de venir en aide à ceux qui sont au bord de la route, quelles que soient les générations, mais je pense aux plus jeunes. Christophe Sirugue, quand il était député, avait fait des propositions pour simplifier les minima sociaux. Je pense qu'il faudra aller encore plus loin. Je pense à cette belle idée de revenu universel, sur laquelle d'ailleurs travaille le sénateur Daniel Percheron. Moi, je crois que le mot solidarité mérite d'être défendu. Voilà, il était encore Premier ministre, c'était à notre micro au Public Sénat, et il parle du revenu universel comme d'une belle idée. Oui, mais après, moi je crois qu'il l'a toujours conçu comme ce qu'il dit maintenant, c'est-à-dire... Utopiste ? Non, c'est-à-dire une simplification, il appelle ça un revenu décent, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire une simplification de tous les minimaux sociaux dont vous avez parlé. Je pense qu'il a toujours eu ça dans l'idée. Je pense après, il a fait faire ce rapport au Sénat qui conclut à une expérimentation, mais je suis pas sûre qu'il ait beaucoup changé d'idée parce qu'il a tout de suite dit comment il concevait le truc. Je vais vous laisser réagir et tous conclure. Antoine Stéphanie, ce qui est frappant, c'est qu'en tous les cas, cette idée, elle est au centre de ce débat aujourd'hui, au centre de la primaire de la gauche. Est-ce que vous vous attendiez, vous, à ce qu'elle ait autant de, peut-être pas de succès, mais est-ce qu'il y ait autant d'engouement, de critiques aussi de part et d'autre? Maintenant, effectivement, quand j'ai commencé à défendre le revenu universel, à en parler autour de moi, c'était déjà il y a 2 ou 3 ans. Et donc, effectivement, c'était un sujet qui n'était pas du tout porté. On a vu progressivement la Finlande commencer à réfléchir à des expérimentations. Une expérimentation qui, entre parenthèses, n'est pas réellement universelle puisqu'elle est accordée à des personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais finalement, aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que de plus en plus de personnes se reconnaissent de cette idée, trouvent qu'effectivement, il peut y avoir une crise de sens dans le travail, des mutations de différentes formes de travail, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les personnes les plus âgées, parce que vous disiez effectivement que c'était important d'accorder cette aide aux jeunes, mais c'est tout aussi important pour des personnes qui auraient envie de changer de parcours, de changer de carrière, à un âge qui peut être effectivement différent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de passerelles entre l'idée d'un capital universel et d'un revenu universel, de ce que disait Thomas Paine et ce qu'on défend aujourd'hui. Mais vraiment, pour terminer, je voudrais revenir un peu sur ce que vous disiez, Jean-Louis. Je pense que la question des minima sociaux, au final, elle n'est pas vraiment traitée. On va dire simplifier le système, mais qu'est-ce qu'on a? On a toujours un taux de non-recours qui est extrêmement important pour plusieurs raisons et pour beaucoup de choses, parce qu'il y a une stigmatisation dans la société des gens qui sont bénéficiaires d'aide sociale. Aujourd'hui, on pointe du doigt, on traite les gens d'assistés et au final, on va rester, si on continue avec ce système, dans une sorte de dualité entre ces personnes, alors qu'avec un revenu universel qui va vraiment être accordé à tous, chacun aura cette espèce de socle, un socle de sécurité, au-delà duquel chacun pourra travailler, chacun pourra avoir une situation différentes en fonction de ses choix, mais c'est vraiment donner à chacun la possibilité de faire ses choix. Pour conclure, Frédéric Farah, on peut dire que le débat, il est malgré tout bienvenu dans une société qui évolue si vite, avec un travail qui évolue quand même, alors qu'on reconnaisse ou pas les effets de la robotisation, de la numérisation, etc., dans un sens ou dans un autre. C'est légitime de se poser la question. Il a eu raison de mettre ce débat sur la table? Moi, je pense que c'est important vraiment qu'on réfléchisse effectivement à notre rapport au travail dans une société marquée par ces transformations, économie de plateforme, chômage de masse. Et c'est très important, surtout aussi ça peut s'articuler avec la question de la question environnementale aussi, notre rapport au travail. Mais je ne voudrais pas, à titre personnel, que ce débat, aussi légitime soit-il, nous empêche de réfléchir à est-ce qu'on a fait tout ce qui était nécessaire pour lutter contre le chômage? Est-ce que les leviers économiques qu'on a à disposition ont été tous bien utilisés?
ou non. C'est la mère des batailles. Voilà. Et pour moi, tant qu'on n'est pas sur cette question-là, avant toute chose, en disant est-ce que tous les leviers, on risque de tomber dans cette phrase un peu triste des années 80 qu'on avait entendue de la part d'un ancien président de la République, en matière de chômage, on a tout essayé. J'aimerais pas que 30 ans après, nous revienne cette histoire. Je crois qu'on est tous d'accord sur cette conclusion, c'est une évidence. Merci en tous les cas pour ce débat et cette analyse. Merci à vous.